Bienvenue dans Akinia Talks, un espace de dialogue avec des investisseurs, des entrepreneurs et des bâtisseurs d'écosystèmes pour décrypter les enjeux, les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir du capital privé en Afrique. À chaque épisode, nous allons au-delà des chiffres pour comprendre comment les fonds se lèvent, comment les deals se structurent, mais aussi comment les entrepreneurs financent leur croissance et bâtissent des projets durables. Ces conversations offrent des repères concrets à tous ceux qui veulent saisir les dynamiques réelles des marchés privés africains. Bienvenue dans Akinia Talks et bonne écoute. Donc voilà, rebonjour Manisor. Donc ravi de t'avoir pour ce premier épisode d'Akinia Talks. Voilà, pour revenir sur Akinia. Donc Akinia, c'est une base de données d'intelligence financière qui propose à ses clients une base de données agrégée sur les informations type entreprise, transactions, conseils financiers, fonds d'investissement qui couvrent toute l'Afrique. Donc, on est avec toi aujourd'hui pour ce premier épisode d'Akinia Talks, avec Mike également qui fait partie de l'équipe. Et je te propose du coup de te présenter, de présenter un peu ton parcours, ce que tu as fait auparavant et aussi tes activités actuelles chez AEA Stratégie. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être la première personne que vous interviewez. J'espère que je vous porterai tout le bonheur qu'il faut pour que cette initiative soit une initiative non seulement pérenne, mais une initiative aussi à grande valeur ajoutée en Afrique. Pour ma part, je me présente, je reprends au nom de Mamadou Manisor Thiam. Je suis managing partner du cabinet ENA Finance and Investment Advisory, qui est une filiale de ENA Group, qui est elle-même la maison mère de ENA Stratégie, ENA Finance et ENA Project Delivery. Donc, ça fait beaucoup à la fois, mais je vais essayer de résumer très rapidement ce que nous faisons. Donc, ENA Group, à la base, c'est un groupe, un consortium de sociétés spécialisées dans le conseil, dont la maison phare, pour ne pas dire la première institution, mais la première entreprise, ce qu'elle est déjà, c'est ENA Stratégie. Ça part de la vision d'un jeune Sénégalais qui a immigré, qui a fait une immigration académique en France, où il a étudié à Polytechnique, un ingénieur de formation, qui a par la suite fait un MBA et qui a travaillé pendant à peu près 12 ans et qui est rentré au Sénégal, qui a travaillé pour le Fonds souverain et qui s'est rendu compte que sur le marché Sénégal Play et africain de manière générale, il n'y a pas de société ou de cabinet de conseil qui adresse de manière singulière et particulière la question de la stratégie au niveau des décideurs et au niveau des entreprises. Toutes les sociétés qu'ils font, ce sont des sociétés étrangères ou des grands groupes qui ont leur filiale ici, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Donc, partant de ce constat, il s'est dit, il y a un marché qu'on peut aller saisir en tant qu'acteur local. Mais aussi, il y a un marché qu'on peut aller saisir du fait que le conseil n'est pas forcément adapté à nos réalités, nous qui le vivons au quotidien. Et c'est partant de là maintenant qu'il a lancé ENA Stratégie depuis 7 ans, qui a évolué dans le temps et qui a abouti aujourd'hui naturellement à la création de ces 2 filiales, donc dont l'une où je suis associé et managing partenaire, et une deuxième qui aujourd'hui se positionne dans le project delivery, donc c'est-à-dire la mise en exécution des projets qu'on conseille. Donc voilà un peu pour mon parcours professionnel aujourd'hui. Je suis un ancien de Mazars, donc Mazars Sénégal, qui est le premier cabinet au Sénégal où j'ai eu à accompagner dans le développement de leur financial advisory avec Taïbou et Alunyaï et Mokhtar Diop, dont on a eu à développer un département from scratch. Quand je les rejoignais, c'était un tout petit département, il n'y avait pas grand-chose. Et ensemble, avec Fatou Bintou Faye, on a pu développer jusqu'à être le cabinet ou le département de référent au Sénégal dans le domaine du conseil financier.
comme tout bon couple, des fois il y a des arrêts et le mien est arrivé à l'arrêt et j'ai rejoint aujourd'hui ENA en tant qu'associé et managing partner. Parcours académique, un parcours un peu atypique. J'ai commencé mon école en Côte d'Ivoire où je suis né et j'ai grandi. Donc, je suis un peu ivoirien en partie. Donc, je vais aller from scratch. J'ai fait même la maternelle aux Silhouettes de Koumassi. Ensuite, j'ai fait l'école Entente au moment de mes primaires. J'ai fait le lycée moderne de Port-Bouët. J'ai fait le collège Autoroute. Et ensuite, j'ai rejoint le Sénégal où j'ai fait le lycée Abdoulaye Niasse où j'ai obtenu le bac. D'accord. Par la suite, j'ai intégré l'école polytechnique de Dakar. Et à l'école polytechnique de Dakar, j'ai obtenu une pléthore de diplômes. Vous savez, nous, les Africains, on aime les diplômes, hein. Donc, j'ai que DVD en finance comptabilité, un diplôme supérieur comptable, un DSKE, un DSCAF, un master en audit. Et par la suite, j'ai décidé de partir au Canada pour conclure mes études. Ok. Donc, j'ai fait à peu près 7 ans là-bas. J'ai obtenu un DSS en finance de marché à la base, avec un major en restructuration de société et analyse de crise financière. Et par la suite, en 2017, j'ai décidé de rentrer parce que Mazar voulait que je les rejoigne. Et en 2022, j'ai fait une spécialisation en finance publique. Bon, ce qui fait que j'ai touché un peu de tout de la finance, donc partant de la finance personnelle, finance d'entreprise, finance de marché, et puis maintenant finance publique. Donc voilà ce qu'il en est de ma présentation. Je pense que c'était un peu long. Non, non, c'est vraiment très clair. Merci beaucoup en tout Ouais, cas. je suis entré dans le fond sur les tenants et les aboutissants. Peut-être de qu'est-ce qui m'a amené vers cette carrière, mais aussi qu'est-ce qu'on propose en termes de valeur aux entreprises et aux décidants, dirigeants de pays. Donc voilà, merci. Non, merci beaucoup. Je sais pas si Mike, tu veux rebondir maintenant. Je pense qu'on peut rentrer dans le lit du sujet. Oui. À part si tu as quelque chose à rajouter. Non, 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 merci beaucoup pour ta présentation, Manisor. Moi, j'avais un point parce que justement, l'aspect que tu mentionnais concernant les cabinets de conseil qui sont plutôt des cabinets internationaux plutôt que des cabinets locaux et un peu la genèse de ANA. euh, Selon ta vision, en quoi tu penses que vous vous différenciez justement de ces gros cabinets comme Mazars, comme Deloitte, comme PwC, etc. Et quelle est, vous, aujourd'hui, tu penses, votre valeur ajoutée euh, par rapport à d'autres gros cabinets internationaux? J'ai un grand respect pour les cabinets internationaux parce que moi, je suis le fruit de ces cabinets-là. Bien sûr. Je commence chez EY, j'ai fait EY et j'ai fait Mazars, qui sont des grands. Par contre, tout début, j'ai commencé ma carrière chez Monté et C2A, qui sont des cabinets locaux. Ils ont été faits par Blaideau, qui était même l'un des pionniers de la fiscalité au Sénégal et même de l'expertise comptable avec le cabinet JOP. Ce qui me permet quand même d'avoir la légitimité de pouvoir m'exprimer en fait sur cette question-là de manière particulière dans le sens où j'ai l'expérience des deux. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux cabinets locaux de se différencier des cabinets internationaux? Je vais répondre par 2 points essentiels. Le premier point, c'est vraiment la flexibilité et l'ancrage. Les cabinets locaux, du fait de la maîtrise de l'environnement local, de la connaissance des réalités locales, sont plus à même d'être flexibles sur certains aspects, dans le conseil, sur certaines orientations, sur le pilotage sur le pilotage de certaines réformes, même s'il le faut, en conseillant les décideurs, que les cabinets internationaux qui ont des standards déjà établis, dans lesquels il est très difficile de passer de travers parce qu'il faut comprendre aussi qu'ils sont régis par des normes qui viennent en général du board et le board n'est pas forcément en Afrique. Donc, Bien je ne sûr. maîtrise pas forcément dans le fond ces aspects-là. On va aller plus loin et même s'il maîtrise ces aspects, des fois, il y a un blocage qui se fait et c'est un blocage des fois euh, institutionnel parce que ce sont des instituts dans ces grands cabinets. Des blocages aussi du point de vue politique par rapport à la politique du cabinet. Ce sont des politiques établies peut-être ailleurs
et combien qu'on nous proposons. On ne sont pas forcément force de proposition, à moins que l'associé soit dans le board là-bas, mais s'il n'est pas là-bas, on subit. On a pu le voir avec PwCDC, Bien sûr. qui est parti sans pour autant que voilà, les cabinets locaux aient leur mot à dire, sans pour autant qu'ils puissent, excusez-moi du terme, sans pour autant que les cabinets, des bureaux, autant pour moi, en Afrique aient leur mot à dire, alors qu'il y a du potentiel sur ces marchés-là. Hein. Donc voilà l'une des premières réponses que je peux apporter. La deuxième réponse aussi, c'est par rapport à la valeur ajoutée systémique et systématique. C'est important de le dire. Je ne dis pas que les autres n'ont pas la possibilité d'apporter de la valeur ajoutée. Au contraire, elles peuvent apporter de la valeur ajoutée. Mais comme je dis, systémique et systématique, dans le sens où nous, les cabinets locaux, du fait d'être des acteurs à part entière et présents sur le terrain qui n'ont pas certaines limitations de politique et tout, nous pouvons voir les passerelles qu'on a entre les secteurs, les passerelles qu'on a entre les différents métiers, entre les différentes personnes, et pouvoir être l'interlocuteur en tout cet écosystème-là. On a un peu cette facilité en tant que cabinet local ou des cabinets locaux à pouvoir établir une sorte de cordon entre les différents cabinets et permettre quand même de créer un écosystème fiable autour, voilà, de certains segments, de certains secteurs, du fait de cette approche qu'on a, qui est une approche tout à fait inclusive. Donc voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse à cette question. Non, OK, c'est très, très clair. Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse. Enfin, moi, ce que je retiens vraiment de ta réponse, c'est vraiment flexibilité, j'imagine, et surtout l'indépendance, je pense, par rapport à d'autres cabinets qui sont, enfin, voilà, on a parlé des Big Four, de Mazars, qui sont beaucoup plus régulés, qui ont peut-être des strates de décision qui sont beaucoup plus importantes, là où vous pouvez prendre aussi des décisions très, très rapides. Hem, vous travaillez aussi, j'imagine, avec des équipes qui sont beaucoup plus réduites et ça vous permet aussi de vous positionner, d'être plus malléable et d'accompagner, on va dire, vos clients, j'imagine, sur des problématiques qui peuvent être aussi très, 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 très pointues. D'une part, grâce à votre connaissance, on va dire, locale, du tissu économique, mais aussi, grâce aussi j'imagine aussi à la diversité de missions que vous pouvez couvrir, et j'imagine que c'est aussi pour couvrir, on va dire, les aspects un peu plus financiers que tu es arrivé chez A&A. Donc, voilà, aujourd'hui, tu développes la pratique qui est plutôt, investment advisory. Donc voilà, je veux savoir, pourquoi aussi vous avez décidé de développer cette pratique? Comment elle s'imbrique aussi avec l'ADN de base, j'imagine, de A&A qui est plutôt la stratégie? Et comment toi, tu entends développer peut-être à moyen ou long terme, cette pratique dans le cabinet? Très bonne question. Très, très belle et très bonne question, je dirais, dans le sens où c'est la question que beaucoup se posent. A&A stratégie, c'était A&A Strategy and Investment Advisory. Aujourd'hui, on arrive à A&A Strategy et A&A Finance and Investment Advisory. Qu'est-ce qui justifie les motifs, en fait, de cette restructuration? Deux choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien de se diversifier, mais il faut savoir se positionner sur son cœur de métier. C'est important. Et aujourd'hui, A&A avait très bien compris cela dès le départ. Parce que la volonté que je rejoigne le groupe ne date pas d'aujourd'hui. Cette année-là, il y a à peu près 4 ans. Mais je n'étais pas prêt. D'accord. OK. Prendre le temps de mûrir les choses, il faut prendre le temps d'avoir les armes qu'il faut, de bien se construire avant d'engager certaines aventures. C'est important. Il faut être bien préparé. Donc, ça a pris le temps de cette préparation durant 4 à 5 ans avant que je rejoigne. Mais ce n'était pas décidé de l'avant. Je ne veux pas que mes anciens collègues, quand ils le confèrent, ils pensent que c'était quelque chose de déjà établi. Non, derrière pas. Mais il y a la bonne volonté qui était là. Donc, aujourd'hui, A&A Stratégie veut se recentrer sur son cœur de métier et l'adresser de manière exclusive. OK. Par conséquent, il y a un marché qui est là.
un marché très, très dynamique, très important, sur lequel les Africains ne vont pas vraiment, il faut dire les choses telles quelles, n'ont pas vraiment leur empreinte, n'ont pas vraiment marqué le coup. C'est la partie investment, c'est la partie financial advisor. Au Sénégal, c'est vrai, il y a des pionniers qui sont là. On a CGF qui est là, on a Ivectus qui fait de belles choses avec Mbaké. On a, euh, on en a plusieurs. Si je cite, je vais me tromper. Non, non, On a bien sûr. Soko, voilà. On a Impaxis. Donc, on a des personnes qui étaient là, qui ont fait leur part de chemin, qui continuent à le faire avec un impact très positif sur le marché. Mais ça ne suffit pas. On a un marché, c'est vrai, le marché sénégalais est très petit, donc nous, la dimension qu'on voit, c'est l'Afrique. Et même ENE, ça veut dire Africa and Across. Donc, c'est l'Afrique et tout ce qui tourne autour. Donc, ce qui veut dire que le marché africain est assez étanche. Et le marché de la finance n'est pas suffisamment adressé par des cabinets locaux. Donc, nous venons pour être des acteurs à part entière, pour prendre part à la construction d'un écosystème financier dynamique en étant des acteurs qui proposent de la valeur ajoutée. C'est ce qui a justifié et motivé en fait cette restructuration et de dire aujourd'hui, on ne crée pas un département dans E&E Stratégie dans lequel je vais venir être associé et piloté. Non, on crée une filiale dédiée D'accord. avec son staff, avec son managing partenaire, avec son staff, voilà, avec tout ce qui va avec sa stratégie, avec son orientation, avec ses objectifs, voilà, et tout. Par contre, on reste dans les mêmes valeurs que ENA, parce qu'on est en gros, on garde la même ADL. Mais là où ça change, c'est qu'on a un pilotage et un management, voilà, qui est autonome, Ok. avec les synergies groupe. On a une synergie groupe parce que le managing partenaire de ENE Stratégie est le président de ENE Finance. Donc, voilà ce qui justifie un peu cette restructuration. C'est vraiment pour adresser de manière spécifique le segment et de manière dédiée le secteur d'activité financière, notamment en conseil financier, financial advisory, et en conseil en investissement, investment services, qui sont les deux départements qui composent en fait ENE Finance. D'accord. Non, c'est très clair. Je sais pas si Mike, tu veux rebondir? Oui, exactement sur ce que Manizor vient de dire et le gap qui est en fait dans le marché sur les cabinets africains. Ma question serait quel est aujourd'hui le profil type de client de cabinets tels que ANA? Les profils types, ce sont des profils financiers, j'ose dire, parce que la finance, c'est un métier très, très, très complexe. Donc, on ne prend pas le risque d'aller prendre des gens pour les faire changer de métier. On peut le faire dans d'autres segments, dans d'autres secteurs, hein. Prendre un comptable, le fondre en financier, prendre un stratège, le fondre en financier. Ce n'est pas l'approche. Notre approche aujourd'hui, c'est d'adresser des financiers de métier et de formation. C'est-à-dire quelqu'un master en finance, en corporate finance ou toutes les dérivés de la finance. Ce sont ces personnes-là que nous recrutons, qui peuvent avoir de l'expérience ou qui n'ont pas d'expérience. Moi-même, je suis un formateur de base, de métier, donc on peut former des gens. Aussi, on recrute des personnes voilà, qui ont un peu d'expérience, parce que nous sommes une équipe en constitution. On est à peu près 5 personnes pour le moment qui est focus sur ce métier-là. Et c'est un cabinet, hein, donc on est à taille humaine. Mais on recrute des profils typiquement financiers. Tout ce qui est dilution de profils ou des profils qu'on doit ramener vers nous, on n'est pas encore inscrit dans cette dynamique. On recrute que des personnes, que des financiers de métier. Quand on dit financier de métier, ça touche l'argent. Ça veut dire financier corporate, financier marché, financier public aussi, plus ou moins. Mais ils sont également dans notre approche et dans notre stratégie de recrutement. Financier et personnel aussi, des gens qui font qui conseillent en finance personnelle. C'est un peu ce spectre-là de financiers que nous adressons pour le recrutement. D'accord, c'est très, très clair. Et aujourd'hui, donc quand tu dis 5 personnes, c'est 5 personnes dans l'équipe A&A Finance, c'est ça? Oui, Ou et une d'accord, finance, oui. Dédié. d'accord. Aujourd'hui, c'est la composition. Il faut savoir qu'on est là, ça fait 3 mois. Oui, bien sûr, c'est pour ça. De très belles perspectives. Franchement, on touche du bois. Il faut que ça continue comme ça, alhamdoulilah. Avec 5 personnes, on a bouclé quelques recrutements là, il y a pas longtemps. Sinon, le groupe est né en tant que tel, c'est une vingtaine de consultants
Voilà, qui part du managing partenaire Amoro jusqu'au stagiaire. Donc, on a une vingtaine de personnes et puis quand on rajoute maintenant A&A Finance, ça va à peu près 25 personnes. D'accord. Ah, et du coup, il y a une réelle séparation entre les équipes, on va dire A&A Strategy et A&A Finance, c'est ça? Oui, il y a une réelle séparation. C'est D'accord. deux équipes différentes. D'accord. Mais qui peuvent cohabiter ensemble, j'imagine, Oui, sur tout les... à fait. Je peux Ok. prendre un exemple qu'on a sur nos premières missions, par exemple. Ce sont des collaborateurs de A&A Stratégie avec lesquels on a eu à travailler. Donc, on a ce genre de passerelle, on a ce genre de synergie qu'on a entre nous. D'accord. D'accord. Et en parlant du coup de vos missions, aujourd'hui, quel est le type de profil type un peu de vos clients? Est-ce que vous avez est-ce que c'est plutôt peut-être les startups, les PME, peut-être aussi des grands groupes? Et ma deuxième question, ça serait comment vous approchez vos clients aujourd'hui? Est-ce que vous faites plutôt du pitch? Est-ce que c'est aussi grâce, j'imagine, à votre réseau et au carnet d'adresses que vous vous êtes constitué pendant toutes ces années? Euh, donc ça serait ouais, mes deux premières questions si on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va dire du conseil financier, même au Sénégal et peut-être même dans la sous-région également. OK. Profil de client. On a un profil de client chez A&A Finance qui est euh, tout à fait cosmopolite, si je peux utiliser ce terme. Ok. C'est-à-dire, on en a plusieurs. On a du public, D'accord? on a des sociétés nationales et parapubliques, on a également des sociétés privées. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que la stratégie, elle est vraiment accentuée public-privé. Ok. Donc, aujourd'hui, à l'ordre de 50-50, on dirait, pour pouvoir vraiment diminuer le risque, parce qu'on sait que le public, on a des missions qui sont sûres, mais parfois le paiement peut prendre un peu de temps, et alors qu'on a une trésorerie à gérer. Bien sûr. Sur le privé, c'est beaucoup plus flexible côté finance, côté paiement et tout. Par contre, la taille des deals peut être un peu restreinte. Donc, on est assez hybride côté clientèle et on ne veut pas se fermer. C'est-à-dire aujourd'hui, l'objectif, c'est de dire on ne va pas uniquement sur des institutionnels, sur les institutionnels ou du public, et de dire aussi on ne va pas uniquement sur le privé, parce qu'on a l'expertise pour pouvoir adresser tous ces segments-là, ces typologies de clientèle. On a une bonne expérience publique. Moi, dans le passé, j'ai même eu à être responsable de pôle PPP et Public Services et études sectorielles. Donc, on connaît le public. Privé, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, on connaît également le privé, l'écosystème privé et tout. Donc, ce qui fait que c'est un maillage entre les deux qu'on fait. Et on compte rester sur ce positionnement-là, sur ce secteur. Ok. Et c'est plutôt du coup des clients uniquement sénégalais? Est-ce que vous êtes aussi vous allez aussi chercher des mandats dans la sous-région Afrique de l'Ouest? Euh, est-ce que vos clients, c'est vraiment que des entreprises sénégalaises ou est-ce que c'est aussi des entreprises qui peuvent venir d'autres pays, on va dire, autour du Sénégal? Moi-même, je suis hybride. Ok. Ok. Oui, tu as dit tout à l'heure que... Je suis sénégalo-ivoirien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, faut qu'on fasse que non, on n'est pas fermé. Bien sûr. Permis, et puis encore, comme j'ai l'habitude de dire, ENA, c'est l'Afrique. C'est Africa and Across. Donc, nous, euh, notre ancrage de départ, c'est le Sénégal, mais notre vision, elle est continentale. Ok. Ça, il faut bien le comprendre. On a un fort ancrage local. Quand je dis local, je ne parle pas seulement du Sénégal, je parle de l'Afrique de manière entière. Toutes zones confondues, que ce soit la zone lusophone, que ce soit la zone anglophone, que ce soit la zone francophone, nous sommes à l'aise à prendre des missions partout et à faire le travail. Le plus important, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas la zone géographique. Ok. Le plus important, c'est la qualité de travail qu'on fait. Que vous faites, oui. Si on a la maîtrise, on a la connaissance, en Afrique, on est pratiquement, les choses se font de la même manière un peu partout. Donc, les réalités économiques sont pratiquement similaires un peu partout. Ce qu'il faut avoir et savoir faire, c'est le bon travail. Ça va bien customiser ce travail-là et ça va bien délivrer ce travail. Ok. Ok. Non, non, c'est très clair en tout cas. Merci beaucoup pour ces insights. Euh, moi, j'avais une question en fait parce que voilà, aujourd'hui, on sait que
le métier de conseil, vraiment conseil financier, il peut être assez large, assez vaste. Voilà, j'imagine que vous pouvez travailler sur des restructurations, sur des levées de fonds. Il peut y avoir aussi de l'accompagnement opérationnel, de l'accompagnement stratégique. Donc il y a vraiment ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vos clients, est-ce que c'est vous qui allez les chercher parce que vous sentez une problématique chez eux? Ou alors, est-ce que c'est plutôt vous qui viennent vous chercher parce qu'ils ont des problématiques particulières et parce qu'ils pensent que vous pouvez les résoudre? Je parle plutôt des clients privés, des entreprises privées. Donc j'ai envie de savoir, voilà, comment ça se passe vraiment cet échange, et cette mise en relation entre vous et vos clients? La mise en relation, elle se fait par relationnel parce que en tant qu'associé, on a quand même un parcours qu'on a fait. On est très reconnu, assez reconnu sur le marché pour prêcher beaucoup d'humilité. Bien sûr. Donc, on sait que si on veut faire tel travail, Manisor est là, Amaru est là. C'est un peu étudié personnel au départ. Ok. Non, après, ça devient institutionnel. Donc, c'est comme ça pour les privés que ça se fait. C'est vraiment le réseau. Maintenant, pour les institutionnels, c'est un peu différent. Pour les institutionnels, il y a un travail qui a déjà été fait sur appel d'offres. On a gagné, on a très bien exécuté. Donc, ces gens-là reviennent vers nous pour la qualité du travail qui a été fait. D'accord. Donc, voilà un peu voilà, l'approche qu'on a. On a une approche basée réseau, on a une approche basée appel d'offres qu'on réussit à intégrer et puis faire de la qualité des dossiers qu'on propose en termes de méthodologie technique, en termes de profil, en termes de structuration de plan de travail. Et ça nous fait gagner des missions. On l'exécute bien et surtout dans les délais. C'est ce qui n'est pas facile quand même en Afrique, gérer les délais. Et ça nous permet quand même d'avoir un tracking record qui nous permet après de pouvoir sourcer d'autres deals de manière plus ou moins, je ne dis pas facile, mais quand même de manière beaucoup plus aisée. Voilà, plus dense. Oui, après j'imagine aussi votre track record vous permet aussi, voilà, d'aller voir d'autres entreprises en disant: «Regardez ce qu'on a fait auparavant, les missions sur lesquelles on a travaillé, les clients avec qui on a travaillé». C'est aussi pour vous, j'imagine, de la légitimité que vous gagnez, on va dire, à chaque mission que vous réussissez, que vous exécutiez de la bonne façon. Oui, tout à fait. C'est indéniable. Aujourd'hui, la grande marque de fabrique de ce groupe-là, c'est la qualité du travail qu'ils ont fait, mais c'est aussi et surtout les personnes que nous avons eu à accompagner. Quand je dis personnes, je fais allusion aux personnes physiques. D'accord. Donc, nous avons eu à accompagner des personnes physiques de premier rang, personnes morales, excusez-moi, lapsus, je me suis trompé. Des personnes morales de premier rang, donc des sociétés, de grandes sociétés dans leur secteur d'activité. On a eu à accompagner le gouvernement du Sénégal, on a eu à accompagner sur plein de sujets assez importants, des problématiques assez spéciales, donc ce qui nous donne aujourd'hui une certaine légitimité lorsqu'on présente en fait les personnes morales que nous avons eu à accompagner. D'accord, d'accord, non, c'est très, très clair. Je sais pas si Mike, tu veux rebondir ou tu as quelque chose à ajouter? Moi, j'aimerais une question assez spécifique, c'est un sujet, je pense, important. En Afrique, on a une masse importante de PME et on sait que les PME, c'est le cœur et c'est la base d'une économie. Et surtout, ces PME sont souvent des entreprises familiales. Il y a énormément d'enjeux pour les conseils financiers, des enjeux d'éducation, de gouvernance. Donc, quels sont ces enjeux spécifiques à l'accompagnement des PME sénégalaises ou africaines en général pour PNE? Très bonne question. C'est pas facile. On a un tissu de PME, PMI de manière globale et générale en Afrique qui touche à moins de 60% des agents économiques. OK. Hein, c'est énorme. Par contre, là aujourd'hui, il faut prendre ces données-là et ces chiffres avec des pincettes. C'est de dire que il faut le voir comme plutôt une opportunité d'affaires pour nous, les cabinets de conseil. Et cette opportunité d'affaires pour nous, là où il y a de la difficulté, c'est par rapport à la pédagogie qui s'y est pour pouvoir les faire comprendre, nous, notre métier, qu'est-ce qu'on les apporte.
Parce que à la fin de la journée, lorsque vous n'apportez pas de la valeur ajoutée à quelqu'un, cette personne-là n'est pas censée rester avec vous. Même dans la famille, si vous n'avez pas de la valeur ajoutée dans la vie de vos enfants ou de votre femme, etc., mais c'est pas être matérialiste, mais c'est qu'ils doivent la chercher ailleurs. C'est ça qui les permet de manger, ouais, etc. Donc, cette même réalité qui sied à la famille, on la retrouve aussi. Et on la retrouve encore au niveau des entreprises. Donc, ces entreprises familiales-là, aujourd'hui, elles n'ont pas l'habitude, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas l'habitude de se faire conseiller. Mais par contre, lorsqu'on change le discours et on part dans une autre approche en Afrique, qui est une réalité africaine, elles arrivent à quand même comprendre ce qu'on leur dit. C'est quand on leur dit, mais quand il y a des problèmes au village, qu'est-ce qu'on faisait pour régler le problème? Ben, c'était l'arbre à palabres, où on venait, on exposait les problèmes, on les réglait. Je dis maintenant, avec la modernité et l'évolution du monde, on ne peut plus faire d'abord par là. Ben, vous allez vous asseoir, on est urbain et tout. Je dis maintenant, on vient avec ce qu'on appelle, entre guillemets, les sages, ou entre guillemets, les sachants et les savants. On ne peut plus s'asseoir à l'arbre à palabres. Maintenant, l'arbre à palabres a été domicilié dans les maisons, a été domicilié dans les bureaux. Donc, on fait notre arbre à palabres maintenant dans les bureaux. Donc, on vous invite dans le bureau, vous venez dans le bureau et vous exposez le problème. Bah, on a tel problème, tel. Et nous, ce qu'on fait, on vous explique comment le régler. Ou si on ne peut pas vous expliquer comment le régler, on vous donne les pistes idoines pour pouvoir le régler. Et ça change plus ou moins la donne. Ça fait qu'on a une autre vision du conseil. Ça fait qu'on a une autre approche du conseil. On comprend que le conseil, ce ne sont pas, entre guillemets, des charlatans qui viennent nous soutirer les sous, mais c'est plutôt un œil avisé, un œil voilà, très présent qui nous permet de mieux voir en fait les choses sous un angle ou une approche sous lequel on ne voyait pas. C'est des angles morts, on ne check pas que voilà, le conseil peut regarder. Et c'est comme ça que des fois, ça facilite les choses. Donc, pour résumer, il y a de la pédagogie qu'on peut faire. Il y a de la valeur ajoutée à vraiment montrer. Et aussi, il y a l'assurance. Parce que là, pourquoi est-ce que les gens y allaient, nous ayons allé? C'est parce qu'il y a une certaine assurance qu'ils ont vis-à-vis de ces personnes-là qu'ils vont donner des conseils objectifs. OK. Donc, voilà un peu l'approche par rapport aux sociétés informelles et aussi aux sociétés familiales qui n'ont pas vraiment l'habitude du conseil. Ok. Non. Très intéressant d'utiliser l'analogie de l'arbre à palabres. Ça montre que le conseil, en fait, il va juste au-delà de ses missions et est un peu un pédagogue pour essayer d'améliorer les process, d'améliorer les mentalités aussi et l'approche du conseil pour les entreprises. Donc, et je pense qu'on va passer à un thème qui est l'investissement privé, enfin l'investissement privé sur les marchés privés, notamment des fonds d'investissement, des fonds de capital d'investissement. Et quel est l'impact de la présence croissante des fonds d'investissement sur les marchés privés africains? Ben, l'Afrique est une terre d'opportunités. L'Afrique, aujourd'hui, c'est le terrain sur lequel tout est à refaire. Donc, qui dit que tout est à refaire, dit industrie, dit infrastructure, et qui dit infrastructure dit financement, forcément. C'est une logique. C'est comme l'échelle de valeur. C'est une logique. Donc, aujourd'hui, sur les marchés autres que EMEA, les marchés européens et autres, il y a une certaine saturation. Ils sont arrivés à une certaine maturité en termes d'investissement qui fait qu'il n'y a pas de vrai levier de croissance. Ce sont des leviers de maintien. Par conséquent, il faut trouver d'autres leviers de croissance. Et le plus grand levier de croissance aujourd'hui, c'est l'Asie et l'Afrique et la partie Amérique latine. Donc, c'est normal, tout à fait normal que ces fonds-là arrivent ici, chez nous, parce qu'en Asie, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez les Asiatiques, c'est qu'ils ne se laissent pas trop faire. Ils savent se positionner, ils savent très bien travailler. Donc, ils arrivent à imposer leur veto et dire, bah, nous, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça se fait, et puis on y va. On peut le voir avec comment les Chinois travaillent. Une zone que je connais plus ou moins bien, c'est Singapour. Quand vous y allez, vous regardez comment ces gens-là travaillent. Vous comprendre que même quand un fonds s'installe, ben, voilà, il a intérêt à être d'une certaine manière bien structuré et bien entouré par des Singapurois pour pouvoir émerger. On peut regarder l'une des places financières les plus dynamiques, c'est Dubaï. Quand un fonds
doit s'installer. Il y a tout un protocole, il faut même un Dubaïot dans l'equity et tout, chose qui est en train de se lever petit à petit. Mais c'est pour dire que l'Afrique est aujourd'hui une terre de chasse parce que tout est à refaire. Mais aussi, faut pas, il faut être, j'ai tendance à dire aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire les choses qui peuvent fâcher. Pas parce qu'on veut énerver les gens, mais parce qu'on veut toucher leur sensibilité et leur faire comprendre les choses. Parce que aussi, l'Afrique est l'une des terres les plus vulnérables, où il y a des choses qu'on ne comprend pas encore que d'autres personnes ont compris. Donc voilà un peu ce qui, à mon sens, à mon avis, justifie en fait cette présence massive de fonds. Certains viennent avec des bonnes intentions. Je pense que tout le monde vient avec de bonnes intentions parce que les financiers ne sont pas des enfants de cœur. Ils viennent pour faire de l'argent. Donc, ils viennent et puis, voilà, ils travaillent et les choses se font. Mais il faut comprendre que, voilà, l'Afrique est la terre où il faut être, même si nous sommes plus ou moins un peu insignifiants dans l'échiquier international, 3% du commerce mondial. Mais n'empêche, il faut voir que cette faible part, c'est plus de voir comme une opportunité plutôt que, voilà, un point faible. Et savoir que quand on dit 3%, 3% de l'économie mondiale, c'est de dire aussi, ben, qu'est-ce qui le justifie et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ces 3%-là? Ben, il faut créer des industries, il faut investir. Où les fonds viennent pour être ce tremplin-là, pour pouvoir faciliter, être ce bridge-là, pour pouvoir apporter du financement pour qu'on puisse développer ces aspects. Oui, très intéressant. Non, que c'est très clair, merci beaucoup. Ouais. Non, mais moi, ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu disais. Enfin, tout à l'heure, on parlait aussi de, justement, différence entre, on va dire, les Big Four et les cabinets internationaux et plutôt les cabinets locaux. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, au niveau des fonds d'investissement, il y a aussi une différence entre les fonds locaux, on va dire, africains et les fonds, on va dire, bon, il y a des fonds panafricains du type Amétis, Afrique Invest, etc. Ou alors même des fonds internationaux qui aujourd'hui viennent investir en Afrique parce que, voilà, comme tu as dit, c'est une terre d'opportunité. Je pense qu'il y a aussi du dynamisme, il y a aussi une croissance économique qui fait qu'il y a une rentabilité à aller chercher pour ces fonds-là. Moi, ça que j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que vraiment un fonds international, on va dire, ou un fonds local, ils ont les mêmes stratégies d'investissement derrière? Est-ce qu'ils cherchent la même rentabilité? Est-ce que vraiment, voilà, c'est les mêmes tests d'investissement? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les fonds d'investissement ont des approches différentes. Les fonds d'investissement ont une politique d'investissement qui est bien établie. Et c'est sur la base de cette politique d'investissement-là, qui est différente d'un fonds à un autre. C'est sur la base de cette politique d'investissement qu'ils investissent et en fonction de leurs critères d'éligibilité et tout ce qui tourne autour. Euh, les, fonds les fonds locaux ont une approche différente. Les fonds locaux, c'est un peu comme les cabinets locaux. En fait, c'est vraiment une maîtrise du terrain qui faut une certaine grande flexibilité. Là où les fonds internationaux, des fois, ont des, ont des canevas un peu rigides qui font qu'il y a un peu de difficulté pour pouvoir financer certains types de structures. Juste à titre d'exemple, enfin, un secteur que je découvre, c'est par exemple le secteur de l'anarcade. C'est un secteur tellement complexe, avec tellement d'acteurs, que lorsqu'on rentre dans ce secteur, on se dit, mais par où tirer la vol ficelle ou le bon bout? Mais c'est un secteur extrêmement rentable. Et les gens qui y travaillent, plus ou moins, s'en sortent. Même les petits vendeurs, les petits distributeurs, ils s'en sortent. Un petit sachet d'anarcade, là, tu l'achètes à 500 francs. Alors que si tu vois l'arachide à côté, l'arachide qui est 25 francs, vous pouvez voir la différence dans la valeur ajoutée de ce produit. J'ai un fonds que je pensais, et ce fonds-là, qui est un fonds international, voulait se positionner sur des structures qui font de la transformation et de l'import-export de ces produits. Mais tellement que les réalités terrain étaient difficiles pour l'obtention du produit, parce qu'il y a des campagnes, mais le fonds s'est dit, non, je ne peux pas y aller. Excusez-moi. Par contre, un autre fonds, plus ou moins local,
à l'image, par exemple, de Joliba avec le grand frère Amada, que je salue au passage, qui comprend les réalités terrain, qui comprend l'approche terrain, aurait beaucoup plus de facilité à aller vers ce truc de structure-là qu'en fonds international. Donc, ça explique vraiment le maillage et le sillage et l'approche que les fonds peuvent avoir. Après, attention, les fonds, des fois, peuvent être des fonds thématiques. Oui, bien sûr. Donc, le fonds peut dire, moi, j'adresse tel type de thématique, tel type de segment, tel type, j'adresse pas tel. Donc, par conséquent, il y a certaines approches qu'elles ne vont pas avoir par rapport à un fonds généraliste, donc qui est un fonds local. Donc, sur la question de fonds, il y a plusieurs aspects, plusieurs éléments qui sont des éléments centrifuges qui rentrent dans l'appréciation. Il faut que on peut se dire un fonds local peut bien se positionner et réussir. Par contre, un fonds international peut aussi plus bien se positionner et réussir. Mais moi, je donne plus de veto aux fonds locaux Ok, pourquoi? parce qu'ils ont beaucoup plus de flexibilité et une meilleure compréhension des aspects économiques et du climat d'affaires que les autres choses, que les fonds internationaux. Ok. Même si les gens les personnes, autant pour moi, qui travaillent sont des locaux, du fait de l'approche de la politique, c'est des fois très difficile de l'implémenter en Afrique. Non, d'accord, c'est très, très intéressant. Et du coup, si on revient sur voilà, un peu une transaction type, donc quand vous allez conseiller, je sais pas, par exemple, une PME qui, donc plutôt du côté vente, comment vous allez approcher ces fonds-là? Comment vous allez choisir, on va dire, le panel de fonds que vous allez peut-être approcher? Et aussi, aujourd'hui, quels sont un peu les livrables, les documents types? Quelle est l'approche un peu, et la structure d'une transaction, notamment avec un fonds d'investissement? Oui, très belle question. Ça, c'est beaucoup de pédagogie. Vous allez me payer pour le cours magistral là. Je taquine. Je taquine. Non, c'est de dire que l'approche fonds fait partie, en fait, dans ta stratégie de conseil. C'est-à-dire, un cabinet qui conseille en investissement doit avoir une approche stratégique qui lui permet, lui, d'aller vers qui sont ceux qui vont financer. Dans le jargon, on dit sourcer. À qui est-ce qu'on va sourcer tel deal? Ça prend plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'identification, en fait, l'identification des fonds. Il faut identifier tous les fonds qu'on a dans son environnement, qu'on pense tout va financer. OK. Deuxièmement, regardez l'approche du fonds. Est-ce que c'est un fonds thématique? Est-ce que c'est pas un fonds thématique? Les fonds thématiques sur les thématiques qui les concernent sont beaucoup plus rapides. Troisièmement, c'est de voir est-ce qu'on a la documentation requise parce que le fonds va vous demander une documentation. Donc, la documentation, c'est l'info-mémo, c'est le petit texte, c'est le teaser, c'est bon, le business plan, comme on le dit, l'info-mémo en général. L'info-mémo business plan, c'est la même chose. Donc, c'est tous ces éléments-là, c'est le modèle financier. Ça nous permet de calibrer, de savoir est-ce que ce business-là est la route. Donc, si c'est un business existant, excusez-moi, c'est un peu l'existant, c'est-à-dire les états financiers et tout. Donc, tous ces éléments ou ces aspects concernant en fait la documentation existante, c'est de le voir parce qu'ils vous envoient une request list et sur la base de cette request list et vous aussi, votre data room que vous avez mis en place, vous pourrez sourcer. Et après ça, maintenant, c'est d'étudier le dossier. Le fonds va étudier le dossier. Et en général, moi, ce que je pensais, c'est de jamais aller vers un seul fonds. Oui, bien sûr, bien sûr. Un fonds thématique, même si le fonds te dit, moi, je vais financer, c'est un business que je sens. Never, don't do that. Pour plusieurs raisons. Nous sommes en Afrique, les choses changent vite. Peut-être que l'approche ou la politique que le fonds avait a dû changer les 3 mois qui suivent. Toi, tu ne sais pas et ton dossier reste là-bas longtemps, donc on perd du temps. Donc, tant mieux adresse plusieurs et en fonction des retours, vous pourrez choisir. Donc, quand la documentation elle est effective, le fonds va travailler, comme je disais, il ne faut jamais aller sur un seul, il faut aller sur plusieurs. Donc, et faire un mélange. On peut se dire les fonds à thématique, les fonds spécialisés peuvent aller plus vite.
Bien sûr. Des fois, on peut avoir des fonds généralistes qui, eux, pour la diversification, sont plus en train d'aller sur un segment pour pouvoir mieux diversifier leur portefeuille. Donc, par conséquent, dans leur arbitrage, eux, ils peuvent aller aussi plus vite que les fonds thématiques. Dans les fonds thématiques, c'est plutôt l'approche sectorielle qui fait que ils sont beaucoup plus intéressants. Ils ne vont pas s'attarder sur certains points parce qu'ils connaissent, ils maîtrisent, ils ont le rouage, plutôt qu'un fonds généraliste. Mais pour des questions de politique interne et pour une question de meilleure gestion du portefeuille, le fonds généraliste peut aller plus vite. Donc, il faut aller avec plusieurs. Nous, notre stratégie, moi, je ne donne pas d'exclusivité à qui que ce soit. L'exclusivité, elle viendra quand on va signer. C'est comme ça que je vois les choses. Mais pas tout de suite, non. C'est pas dans notre stratégie. Donc, on aborde plusieurs fonds, on discute avec eux. Par contre, on est bienveillant. On a cette bienveillance et ce courage de dire aux autres, écoutez, nous, c'est pas vous seuls qu'on mandate. C'est pas avec vous seuls qu'on va aller. On met en concurrence sur un dossier. Maintenant, la personne qui va nous faire l'offre non engageante la plus sérieuse, avant qu'on parte à une offre engageante, ce sont ces personnes-là qu'on va shortlister en tant que cabinet ou en tant que fonds. Et puis, voilà. Et puis après, on continue le process. En fait, moi, j'aime bien avoir cette tendance parce que les fonds, ce sont les super puissants. Oui, bien sûr, ceux qui ont l'argent. Parce que j'ai amené l'argent, il faut nuancer. Il faut beaucoup nuancer cette approche. Moi, je suis un financier de métier. Ce métier, je le fais depuis plus de 15 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Pour dire que je vis que de ça, même si j'ai une autre activité à côté, qui est le sport. Mais ma passion, c'est la finance. Donc, tous ceux qui me connaissent savent que Manisor, sa vie, c'est la finance. Et le discours de dire, c'est vrai, l'argent est le nerf de la guerre. Mais ce discours que certains financiers, surtout les investisseurs, ont à dire que sans moi, rien ne se fait, j'aime bien le contrebalancer en les disant, mais sans les projets, vous non plus, vous n'êtes pas là. Bien sûr. Donc, il faut arrêter d'avoir cette tendance. J'aime bien l'exemple du président américain Donald Trump qui rentrait dans une banque super endettée qui n'avait rien et qui dit aux banquiers, écoutez, vous êtes des financiers, vous êtes des personnes qui avaient tout et tout, mais si vous ne m'aidez pas à me relever, sachez que vous perdez tout. Mais moi, il y a une chose que je ne perds pas, le fait d'avoir essayé. Mais vous perdez le fait que vous ayez investi. Donc, si vous m'aidez à pouvoir me relancer, tant mieux. Si vous ne m'aidez pas, on va à la casse, vous avez le plus à perdre. Et ce balancement de pouvoir est important pour qu'on puisse donner à chacun sa considération. Où il ressort là-bas avec plus de 30 millions d'euros, plus de 30 millions de dollars de plus pour pouvoir lancer son activité, alors que quand il rentrait, il était au bord de la faillite. Donc, c'est d'avoir ce levier-là, de dire aux financiers, de dire aux investisseurs, écoutez, vous avez l'argent pour faire fonctionner les choses, et moi, j'ai le business pour que les choses aussi fonctionnent. Donc, nous sommes des alliés, nous sommes une équipe, on gagne ensemble. Moi, c'est ça ma philosophie, ma logique de business. Et quand on part sur ce pied-là, on va vers quelque chose de constructif. On va vers quelque chose de beau. Et surtout, on va vers une certaine loyauté qui définit ma personne aussi. On va vers une certaine loyauté, en fait, sur laquelle on bâtit, en fait, quelque chose qui a un succès à long terme. Le gros problème, en général, et comme j'ai l'habitude de dire, avant de savoir que le banquier n'est pas vraiment ton ami, c'est quand il y a la casse. La seule chose qu'il veut faire, c'est réaliser ses garanties. Quand on va vers des fonds, c'est un peu différent. Le fonds s'engage avec nous. Oui. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant dans le sens où il prend le risque avec nous. S'il y a la casse, on perd ensemble. Donc, nous, quand on va vers plusieurs, c'est de leur dire, écoutez, si on venait vers une seule personne qui a de l'argent pour financer, on dilue nos forces, on va vers plusieurs personnes. Là, maintenant, on ne dilue pas nos forces, mais au contraire, on se fait des forces parce qu'on a un pouvoir de négociation, ce que les Anglais appellent le bargaining power, beaucoup plus important et qui pèse plus sur la balance. Parce que si ce n'est pas toi, ça peut être un jour. Donc, voilà un peu nous, notre approche. Et elle nous réussit jusqu'à présent, jusqu'à ce que peut-être que les fonds se réunissent en conglomérat ou, excusez-moi du terme, en cartel et dire non, on ne va plus dans cette logique-là. Mais puisque tel n'est pas encore le cas, on s'en sort assez bien. On touche tout. Voilà plus ou moins comment est-ce que nous nous positionnons pour pouvoir sourcer en fait les deals au fond. Non, d'accord, c'est très clair. Non, merci beaucoup parce que là, c'était vraiment très complet.
Et moi, je retiens deux choses de ce que tu dis, c'est que là encore, voilà, on voit aussi, je pense, l'avantage de travailler avec un conseil parce que voilà, ça permet aussi pour l'entrepreneur, pour les entreprises de se dire, même si moi je suis à la recherche de fonds, comment structurer mon approche, comment ne pas, on va dire, céder face aux, on va dire, aux pressions aussi des investisseurs qui ont plus de pouvoir, qui ont plus aussi l'habitude, je pense, de réaliser ce type de transactions et d'aller chercher, je pense, le meilleur deal possible. Donc, je pense que là encore, voilà, là, entre les lignes, tu viens aussi encore de vraiment donner une réelle valeur ajoutée d'un conseil financier comme A&A. Et de façon générale, je pense de s'entourer de bons conseils lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on dirige une PME. Euh, Aujourd'hui, voilà, parce que nous, chez Aquinia, on a aussi on a eu des entrepreneurs, donc fondateurs de start-up, mais aussi de PME, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, moi, je suis à la recherche de financement, plutôt peut-être des fonds de private equity, parce que je sais que c'est des personnes qui ont l'habitude d'accompagner des PME, des entrepreneurs comme moi. Mais je ne sais pas comment les contacter, je ne sais pas qui je dois contacter, je ne sais pas comment approcher, comment structurer mon approche pour aller vers ces gens-là. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à ces entrepreneurs, à ces entreprises qui sont à la recherche de financement et plutôt voilà, type investissement privé, private equity ou même private debt pour quelques-uns d'entre eux? Déjà, vous dire que entreprendre, c'est pas facile. Mhm. Il faut toujours aller de ce postulat-là. Et quand on dit c'est pas facile, ça veut dire naturellement c'est difficile. Ok, oui, bien sûr. On dit que c'est difficile, dit qu'il y a des challenges. Et ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est comme je le dis, peut-être ça c'est ma casquette de sportif et d'athlète qui le dit, il n'y a pas plus beau que relever un challenge. Ouais. La, 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 le- la sensation et de commencer quelque chose et de se dire qu'il n'y a que des challenges qui sont autour de cette chose-là et de la réussite. Et pas un sentiment plus glorieux. Donc, quand on part de ce postulat-là, on sait qu'il y a des défis à relever et il va falloir les relever. Comment les relever? That's the question. Sur la partie financement, le premier point, j'ai l'habitude de dire, les gars, c'est pas le business plan, c'est pas la vision, c'est pas le rêve, c'est le business model. Mhm. Et ça, quand les entrepreneurs l'auront bien compris, je pense qu'ils auront moins de problèmes. Il faut bien calibrer son business model et qu'il réponde à un besoin. Si on calibre bien son business model, qui répond à un besoin qui est présent et qui est pérenne, parce qu'on peut avoir un business model qui répond à un besoin, mais qui est juste conjoncturel. C'est comme les business Covid, là. Masques, casques. Il n'y a plus de Covid. Les masques, ceux qui sont les spécialisés en masques ou sont ils repartent vers les hôpitaux. Bien sûr. Donc, on ne calibre pas son business model sur un événement. On ne calibre pas son business model sur une situation. On calibre son business model sur un besoin réel qui est pérenne. S'il est bien positionné, pour trouver des financements, ce n'est pas aussi difficile, parce qu'après, ce sont des rouages techniques qu'il faut avoir. Mhm. Ça, c'est le premier. Maintenant, le deuxième point, la documentation. Un projet qui est toujours dans la tête, c'est une idée. Il faut commencer à le réaliser. Pas forcément en faisant un business plan, mais mettre les premiers pas, comme ce que vous êtes en train de faire. C'est important. Faire les premiers pas. Commencer quelque chose. Même si c'est 25 francs, au moins le vendre, mettre dedans. Parce que ça montre l'engagement des personnes sur le terrain. Le business model, la personne. Et maintenant, on va aller chercher du financement pour scale up, pour aller vers, voilà, pour monter. Sachant qu'en amont, quand on définissait le business model, on voit la trajectoire d'évolution qu'on a. Maintenant, on peut quantifier combien on a besoin pour pouvoir réaliser cette trajectoire. Et là, maintenant, on va vers le financement. Le financement, il faut aller d'abord vers ce qu'on a soi-même.
J'ai tant, je mets dans le business. Ça montre l'engagement de l'entrepreneur vis-à-vis de son business. Quand je vois des gens, l'effet de levier, c'est bien beau, mais on fait de levier quand on amène quelque chose d'abord. Il y a des gens qui veulent bâtir tout un business sur du levier. Des fois, c'est de l'arnaque. Il faut qu'on se dise les choses telles quelles. Toi-même, ton projet, tu n'es pas prêt à y mettre de l'avant, tu vas prendre l'épargne des autres en pensant que l'argent, c'est l'argent de la banque, c'est l'argent d'autres personnes. Comme je dis, quand on pousse la réflexion, on se rend compte que l'effet de levier en tant que tel, c'est de l'actionnariat déguisé. Mhm. Mais oui, dans le sens où l'argent que la banque te prête, c'est pas son argent. En général, c'est l'argent des épargnants et puis l'argent de la banque centrale qui lui a financé, etc. Ou l'argent d'autres banques. Et ces banques-là, elles prennent l'argent. Quand on suit le processus jusqu'à la fin, on se rend compte que c'est l'argent d'autres personnes qui sont dans le business. Donc, l'effet de levier en tant que tel, c'est de l'equity déguisé. De personnes qui n'ont pas besoin de leur argent tout de suite. Donc, ils mettent à la banque et puis la banque va effet ricocher le met chez vous. Donc, c'est ça la réalité. Mais le premier qui doit vraiment croire en son business, c'est le promoteur. En faisant un petit geste, en se privant de choses et de mettre dedans. Maintenant, une fois qu'on fait ça, maintenant, on peut aller chercher du levier parce qu'effectivement, c'est vrai et avéré partout. L'equity est plus cher que la dette. La dette coûte moins cher par rapport au petit. Maintenant, on y va. En y allant, en respectant ses précédents, c'est là où maintenant, il y a des techniques que bon, c'est nous les conseils qu'ils connaissons mieux en général, c'est de dire qu'est-ce que j'amène comme collatéral, c'est-à-dire la garantie. Est-ce que je vais avec une garantie personnelle? Est-ce que je vais avec une garantie institutionnelle? Comment constituer la garantie, etc. Après ça, c'est assez technique. Mais bon. Donc, après ça, c'est de regarder quelle est la disposition, quel est le dispositif, autant pour moi, d'atténuation de risque que moi, je peux mettre en avant. Regardez, me compenser bien. Je dis tout le temps, je déconseille tout le temps à mes clients d'apporter leur avoir personnel dans le business. Prenez autre chose. Parce que moi, je préfère avoir un problème économique qu'un problème social. Peut-être que je me trompe. Je vois que ce soit dur économiquement, au moins je sais que je suis couvert par le statut de ma société. Je suis une société anonyme et tout, même si il y a la responsabilité des dirigeants aussi des fois qui est engagée sur certaines fautes de gestion. Mais ça prend le temps que ça prend. Par contre, lorsqu'on engage le social n'attend pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein. C'est la femme, c'est les enfants, etc. Ça tombe dessus tout de suite. C'est un problème au plus lourd que le problème économique. Donc, je ne conseille pas à mes clients d'adapter les biens dans lesquels ils vivent, des choses comme ça, non. Tu as un autre bien, tu as un autre terrain, tu as un autre, voilà, etc. Tu as un héritage que tu es sûr que c'est toi qui vas hériter, qu'on t'a déjà mis à disposition, mais c'est pas là où tu vis principalement, tu peux l'apporter. Ça va diminuer le risque, tu vois. Et puis après, maintenant, aller vers des institutionnels, FAGAS, FSA, FONGIP, etc., qui vont maintenant apporter des garanties institutionnelles. Et là, tu conjugues en fait ton pacte de garantie pour atténuation de tes risques que tu peux maintenant proposer. En plus d'un bon business model, en plus d'un dirigeant sérieux, en plus d'un dirigeant qui croit en son business en y mettant de l'argent, mais la banque va tout simplement te financer. D'accord. Voilà un peu les rouages et les points assez essentiels qu'il faut comprendre pour aller lever des fonds. En résumé, il faut savoir qu'entreprendre, c'est un challenge. Il n'y a pas plus beau que relever des challenges et surtout les réussir. Savoir que pour financer un business se traduit d'abord par son business model. Savoir que le financement, il se fait, certes, mais ce n'est pas seulement du levier, il faut aussi l'intéressement du patron de la société qui y met ses billes. Et savoir que pour lever des fonds, il faut avoir la bonne stratégie en constituant un bon collatéral sans forcément engager ses biens personnels ou ses biens vitaux. D'accord. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Ça. Ouais, très intéressant. Surtout, tu as évoqué en fait, la pluralité de possibilités pour les entrepreneurs et des stratégies pour lever des fonds. Dans ta présente carrière, tu étais responsable pour Mazar, du programme Elite BRVM. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs doivent penser au marché public, à la bourse, ou quelles sont les alternatives autres que des fonds d'investissement et les banques pour les entrepreneurs aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? C'est une, c'est une question intéressante également. Je pense qu'aujourd'hui, on a un panel aussi, vous êtes des experts parce que vous posez les bonnes questions, des questions très, très bien spécifiques. Ça a été très bien préparé. Félicitations. Euh,
Je réfléchis en même temps. Non, bon, La réponse, qu'elle soit plus claire. Tu peux répéter là, le dernier point là, c'est-à-dire les alternatives au fonds et au. Aux banques, c'est-à-dire et aux banques. Exactement. Pour le financement des entreprises. Ouais, les alternatives, il y en a. Ça va dépendre de à quel niveau ou à quelle maturité je vois, les sociétés sont. Mais avant de rentrer spécifiquement, je pense que le mieux, c'est de commencer par Bernard Elite. La culture détermine beaucoup sur l'économie. C'est une chose qu'il faut comprendre et il faut l'accepter et l'inclure. Sur le programme BRVM Elite, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y avait pas un programme aussi beau pour aller dans la poche. Par contre, comment ça a été calibré, c'est là où il y avait des limites. Du fond de mon haut, les entreprises qui répondaient à ces critères-là, tu ne vas pas en trouver 5 ou 6 dans un B. Ok. Ouais, un ratio d'endettement de 4 fois les fonds propres, tu as un EBITDA de minimum 30%. Ces choses comme ça, franchement, c'est très difficile de les voir dans les structures. Moi, j'accompagne les entreprises depuis 15 ans. C'est-à-dire que des sociétés qui répondent à ces critères, moi-même dans mon portefeuille, qui sont des sociétés bien établies et tout, je ne vais pas en compter 5. De toute ma carrière, et j'ai accompagné plus de 100 entreprises. Plus de 100 entreprises, je me dis. Donc, le programme en tant que tel, très bon programme. La vision derrière, excellente. Par contre, les critères, les agrégats, les KPI qu'il fallait respecter n'étaient pas possibles. En Afrique, quand même, moi, je suis certain, c'est pas possible. On n'y trouve pas. Après, comme ils ont dit, c'est un programme élite, PME. Mais je dis, s'il faut aider seulement les élites dans la troisième cohorte pour les faire basculer dans les 2 autres cohortes, il faut se donner les moyens de le faire. Il faut ouvrir les vases. Aujourd'hui, on peut avoir une société qui, dans son business, a un gros potentiel, mais qui est un peu limité de faire de la ressource aussi. Parce que si on met de la ressource, le business sera pas beaucoup plus intéressant, beaucoup plus alléchant. Ça, c'est des aspects aussi à prendre en considération qu'on n'avait pas forcément pris en considération. Donc, le programme médic a été un échec. Il n'y aurait pas eu beaucoup de sociétés qui y sont allées à cause de ce premier point. Deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la culture. Il ne faut pas se voir la face. Il y a une chose que l'Africain n'aime pas, c'est de dire combien il gagne. Ici, là, rares sont des personnes qui vont te dire son salaire. Et quand tu prends, nous qui avons étudié aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, on n'a pas ces problèmes parce que nos salaires sont bien affichés. Tout le monde sait ce que tout le monde gagne. S'il gagne plus que toi, c'est peut-être parce qu'il a plus de responsabilités que toi, plus d'expérience. Ou ce qu'on lui demande de faire demande un poids moral beaucoup plus important. Donc, ce qui fait que on est à l'aise avec voir quelqu'un d'autre qui a un salaire supérieur. Et tout dans la même société, tout le monde connaît pratiquement le salaire de tout le monde. Pour les fourchettes de salaire de tout le monde. Ici, tel n'est pas le cas. Et ça, chez les entrepreneurs aussi, ils le vivent. L'entrepreneur ne veut pas qu'on mette à nu la société. voilà, et même la société. Il ne veut pas qu'on sache ce qu'il y a. Mais si tu pars à la BRVM, tu es comme la Sonatel de tout le monde. Hein. Bon, et tout le monde sait ce que tu as. Puis, donc, ils étaient réfractaires. Et c'est un peu compliqué. Et puis après, qu'on le dise, moi j'ai été dans des grands cabinets et tout, la question de la double, triple comptabilité existe. Franchement, c'est un fait. Moi, je peux être faire comptable, donc je peux me permettre certaines largesses. Ok. Ah non, mais c'est un bon point, c'est vraiment un bon point. Non, c'est la vérité. Les gens, ils ont 3, 4, 5 comptabilités. Ben, quand on arrive et qu'on veut faire le clean-up, c'est compliqué. Parce que si je veux aller sur des données réelles, si la personne a amélioré ses chiffres, ben, il y a l'incidence fiscale derrière qu'il faut prendre en considération. Si je veux minorer, ben, il y a l'incidence des banques derrière qui nous ont financés sur une base fallacieuse. Donc voilà des éléments qui font que d'un côté comme d'un autre, on se retrouve dans des difficultés. Les chiffres, c'est-à-dire avoir des chiffres qui reflètent l'image fidèle de l'entreprise, qui est un principe de la comptabilité, qui fait partie des 9 principes du SISQUADA, ben, c'est difficile à voir selon nos sociétés. Et peut-être le dernier point, c'est encore un aspect culturel, et l'Africain n'aime pas partager. Peut-être c'est un stéréotype que beaucoup n'apprécient pas, mais c'est ça la vérité. Quand il s'agit de faire les choses en grand, on ne sait pas le faire sans. Et c'est ça notre limite. Parcours. Au point de vue institutionnel, dans les plus grandes instances, regardez nos plus grandes instances qui les limitent.
Ils savent pas prendre des décisions ensemble. Ou même s'ils les prennent dans l'exécution, c'est compliqué, c'est difficile. Je donne un exemple très simple. Sortez-moi le nom d'un grand cabinet comptable, financier, etc. africain qui a touché l'Afrique, qui touche le monde. Il n'y a pas. Il y a eu des initiatives avec Helios et autres, et tous sont partis à l'échec. Par contre, tous les grands cabinets que vous citez ici, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc., on peut donner des noms, Deloitte, EY, Mazars, etc., qui ne sont pas des cabinets africains, qui sont des cabinets qui ont été créés à l'étranger, qui ont été importés chez nous, et qui font du travail, qui gagnent beaucoup d'argent, qui font des chiffres. Et regardez leur structuration. C'est-à-dire, l'autre, là, celui qui vient d'ailleurs, vient chez nous, nous impose sa manière de faire et le réussit bien. Alors que nous, on ne peut pas se punir ou faire des choses bien. Ça, c'est un cri de cœur, c'est un plaidoyer. C'est ça notre limite. Les personnes qui ont pu bien comprendre cet aspect-là et le mettre en œuvre et le réussir, un peu à l'image de Mazars au Sénégal, les Big Four même s'étonnent que Mazars soit devant eux tous. C'est une chose que je salue au passage Taïbo Baï qui a très bien réussi cela. Et c'est un modèle à suivre. Et c'est ce que nous, on essaye de faire chez ENA et on espère que ça va réussir. C'est de dire que on prend des gens, on va avec des gens qui ont la bonne personnalité, bonne capacité technique, bonne capacité commerciale, bonne aptitude managériale, on s'unit et on essaie de développer quelque chose qui crée de la valeur. Et on s'inscrit dans le long terme. On se donne les moyens d'y arriver et on y travaille. Si l'Africain arrive à faire ça, que nos intelligences puissent se conjuguer ensemble pour pouvoir faire des choses, je pense que bientôt l'Afrique va se développer. C'est la chose qu'on sait mal faire. Donc aujourd'hui, ouvrir le capital pour que d'autres personnes, des flottants comme on le dit, rentrent, les patrons d'entreprise ne sont pas prêts à cela parce qu'ils sont trop proches de leur bébé. C'est mon bébé, je ne veux pas le laisser, je ne veux pas quelqu'un de rendre. Alors que ce n'est pas mauvais à ce que voilà, d'autres personnes rentrent, ça donne même beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus de ressources et puis beaucoup plus d'élan pour développer la société. Donc voilà plus ou moins les éléments de réponse que je peux apporter à cette question. Merci. Ok. Non, c'était vraiment très, très intéressant. Et quelque chose que tu as mentionné, c'est vraiment la transparence, on va dire, de l'information, la transparence des marchés. Et c'est quelque chose aujourd'hui que nous, on essaye de résoudre, notamment avec Aquinia, le projet qu'on porte, et on va dire la startup qu'on est en train de monter. Donc, voilà, moi la question que j'avais, c'était selon toi, le rôle d'une startup ou d'un projet comme Aquinia qui souhaite voilà, vraiment apporter de la transparence au niveau des entreprises, avoir des carnets d'adresses aussi de fonds d'investissement, de conseils financiers, aussi être transparent sur les transactions qui ont lieu sur le continent. Comment, selon toi, ça peut apporter, on va dire, de la fiabilité sur la qualité de la donnée et aussi sur la transparence des marchés privés africains? J'ai tendance à rire un peu quand on me pose ce type de questions qui vient très fréquemment. Euh, la crédibilité, c'est la seule chose qui est gage de transparence. Et cette crédibilité se bâtit avec le temps, dans le sérieux, dans le travail. Je donne un exemple très basique, très banal, très terre à terre. Si vous devez rater un délai, prenez le soin d'appeler le client et lui dire: ah, cher client, sur tel délai, je pense que je serai short. Par conséquent, je vous prie de me donner tel délai supplémentaire. Le faire par appel et le faire par mail. Vous savez, c'est le courtoisie d'appeler. Et c'est une chose que moi, je ne savais pas faire. Et ça, c'est je vais dire personnellement. Je préférais Pas caché. niquer des nuits sur le dossier et ne pas pouvoir le faire. Et le lendemain, le jour arrivé, dire au client: pourtant, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. J'arrive vers la transparence. Hein. C'est une déclinaison pour arriver vers la transparence. Des fois, quand je réponds aux questions, je vais... Il y a plus petit. C'est pour qu'on puisse comprendre tous les tenants et les aboutissants qui couvrent en fait la question et pour y apporter une réponse beaucoup plus structurelle.
Sur un dossier, je tenais tellement à ce dossier, mais je n'étais pas bien en point pour pouvoir le finir et je passais des nuits sur le dossier. Mais sachant très bien que je ne pouvais pas finir. Et en fin de compte, le lendemain, je dis au client, finalement, j'ai fait les efforts, j'ai pas. Et le client ne sait pas que tu as passé des nuits. Lui, ce n'est pas son problème que tu aies passé des nuits. Lui, c'est le résultat qui l'importe. Et le client me dit, ben, et c'est un très bon client, un très bon ami. Je le salue au passage. C'est que le fit. Et je ne vais pas terminer son dossier jusqu'à présent. Dire, euh, c'est important ce que je dis. Hein. C'est vraiment, on est mal en point, on n'est pas dans les possibilités de faire le travail. Il faut le dire. Parce que cette crédibilité-là, qui nous amène aujourd'hui à être transparent. La crédibilité tend et guetteur vers la transparence. Et impose même la transparence. La transparence, c'est de dire, je ne suis pas en mesure de le faire, je ne peux pas le faire, ou j'ai des obligations qui font que je ne peux pas le faire, ou ma situation actuelle, qui peut être personnelle, psychologique, physique, etc., fait que je ne peux pas le faire. Par conséquent, je m'excuse. Et trouver une alternative. Ces petits exemples que je suis en train de donner sont aussi importants que de grands exemples qu'on peut avoir dans votre quotidien. Et c'est la somme de ces petits exemples qui deviennent de grands exemples, et c'est la somme de ces grands exemples qui font après qu'on peut parler de transparence. Les gens pensent que la transparence, c'est montrer des états financiers corrects, etc. Je dis non, la transparence est beaucoup plus micro que cela. La transparence, c'est quand tu dois être en retard, d'aviser que tu es en retard, ça c'est de la transparence. Je ne fais pas de micromanagement, j'ai horreur de micromanagement. C'est sûr que mon associé ne va pas me demander tu viens à quelle heure. Mais par contre, si j'ai un rendez-vous qui rentre dans le cadre du business, de lui dire ah, j'ai un rendez-vous qui rentre dans le cadre du business, c'est transparent. Si c'est un rendez-vous personnel, peut-être que je n'ai pas besoin de lui dire. C'est ça que j'appelle la transparence. Parce que moi, l'un des points qui me parle le plus et qu'on trouve moins, qui fait partie de la transparence, c'est la loyauté. Pour être loyal, il faut être transparent. Cette transparence-là, une fois qu'elle est rapportée au niveau micro, vous allez voir, si une personne le fait, deux personnes le font, c'est la conjugaison de cette transparence-là qui amène maintenant à pouvoir avoir une transparence transcendante qui va au-delà des petits faits, des petits gestes, des petites questions, mais qui va au niveau macro. Donc, pour donner un conseil, c'est de dire, soyez transparent dans les choses les plus banales que vous pensez. Et vous allez voir, vous serez transparent dans les choses les plus importantes. Parce que vous allez vous dire, si je n'ai pas fléchi pour ce petit-là, je ne vais pas fléchir pour ce grand-là. Si j'ai pris les devants pour ce petit, je vais prendre les devants pour ce grand. Et c'est comme ça qu'on bâtit une transparence transcendante sur toute une chaîne de valeur, sur tout un business et même dans les rapports humains. Par contre, tout part de la crédibilité. Voilà, tout part de la crédibilité. C'est ce lien-là que je voulais faire en fait entre transparence et, voilà, et crédibilité. Ok, donc si je comprends, toi, tu penses que voilà, une initiative comme Akine, ça pourra aussi apporter cette crédibilité et cette transparence, notamment sur les marchés, on va dire aussi dans tout l'écosystème, que ce soit conseil, que ce soit entreprise ou que ce soit même fonds d'investissement. Et puis généralement, voilà, marché privé en Afrique, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je veux D'accord. dire. Ok, non, mais c'est très clair et en tout cas, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette initiative. Donc voilà, je vois qu'on a un peu dépassé le temps, mais voilà, c'était vraiment un échange très, 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 très enrichissant et tu as apporté, je pense, beaucoup d'informations, que ce soit sur le métier de conseil ou même sur l'écosystème financier, on va dire, africain et même panafricain en général. Moi, il y a quelque chose enfin, deux petites questions que je pense qu'on aimerait te poser pour la fin. Le premier, c'est que voilà, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui nous suivent, qui suivent un peu ce qu'on fait et qui pourraient aussi se reconnaître un peu dans ton parcours et dans toutes les étapes de ton parcours professionnel que tu as cité, que tu as mentionné pendant l'interview. Donc, ce que je voulais te demander, c'était quel conseil tu donnerais à un jeune professionnel qui souhaiterait se développer dans ce métier de conseil financier, de comptable et d'auditeur. Voilà, un jeune qui sera à l'université, quel conseil tu lui donnerais pour suivre un peu ce parcours-là?
Ce que je peux dire, guys, moi, les étudiants sont mes amis, hein, parce que les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés entre l'ESP et le Canada, l'École Polytechnique de Dakar. Donc, je suis dans mon environnement quand je suis avec eux, parce que je comprends leur peine et leur douleur. C'est pas facile. C'est de le dire, et ça, je le dis avec beaucoup d'émotion, ayez un drive. Mhm. Ayez un drive. Franchement, lorsqu'on a un drive, on y arrive. Moi, mon drive a toujours été, écoutez, je serai l'un des meilleurs financiers du Sénégal. Ça fait prétentieux au départ. Ça peut être arrogant des fois au départ, Mhm. mais ce ne l'est pas. C'est se donner un drive et avoir la confiance qui s'y est pour y arriver. C'est de se dire, la finance n'est pas facile. C'est un métier à double revers. Et un métier des fois très ingrat, mais quand même qui paye et qui nourrit bien son bonhomme lorsqu'il sait s'inscrire dans la durée et ne se laisse pas abattre par, comme je dis, tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire le manque de transparence, le manque de crédibilité, le manque de, voilà, de sérieux, donc qui nous amène à certaines choses. Mais quand on a un drive et on a une ligne de conduite, j'ai l'habitude de dire tout ce qui n'est pas, euh, tout ce qui n'est pas transparent ne fait pas partie de mon vocabulaire de financier. Mhm. Non, des micmacs de non, fais-moi ça. Non, non. Et les gens qui tournent autour, tous les entrepreneurs avec qui je fonctionne et tout ça, et ils disent, quand ça prend un déteint de non sérieux, on ne m'appelle pas. Parce que directement, je leur dis non, je ne suis pas dans ce genre de choses. Et là, tu te crées une identité. Et tout le monde sait quand c'est sérieux, ben, c'est celui-là qu'on va aller voir. Donc, avoir le drive de dire, moi, je veux être tel, c'est important, mais il faut l'encoller avec des valeurs et des principes. C'est extrêmement important. Tout ce qui est non-conformité dans le métier, c'est pas pour moi. Ok. Donc, on a ces deux choses-là et s'inscrit dans la, voilà, et s'inscrit dans la durée. Le problème avec cette génération, c'est qu'ils sont trop, trop, trop pressés. Nous, la génération d'avant nous disait que nous sommes pressés, mais quand on les laisse avec la génération des millennials, ils nous demandent mais comment vous faites, nous, on fonctionne. Non, on ne fonctionne pas de la même manière. C'est normal. C'est ça, ce sont les clivages générationnels. C'est très normal. Mais dire que avoir un drive dans la vie, c'est important. Je veux dire, moi, je veux être là. Moi, c'est ce que je me disais. Je dis non, vous savez quoi? Et ça, je le disais très jeune à l'ESP. Je dis, vous savez quoi? L'élite décisionnelle du Sénégal en finance, là, je ferai partie de cette élite-là. Ça va me prendre 5, 10, 15, 20, 100, 50 ans. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, du sommet de mes 36 ans, je pense que plus ou moins, je me rapproche de ça, ou peut-être que j'y suis, parce que je m'assois avec les plus grands dirigeants de mon pays, ou je m'assois avec les plus grands entrepreneurs de mon pays. Et ce drive-là, il faut l'avoir. C'est pas facile, hein? C'est très dur, très lourd mentalement, physiquement, et même dans le travail, ça draine. Mais de donner ce drive. Avoir des valeurs. De dire que tout ce qui est non-conformité, non-qualité, tout ce qui ne rentre pas dans la déontologie métier, c'est pas pour moi. Quel que soit le prix qu'on vous met sur la table. Je suis incorruptible. Ces valeurs-là, il faut l'avoir dans le métier. Parce que la finance, la finance, c'est le métier le plus charmant de tous les métiers dans la tentation. Ah non, parler, il y a par-ci, par-là, ben, il y a des pots de vin qui tournent à côté, ben, on va te donner un 10%, un 15%, un 20%. Le premier que vous prenez, c'est terminé. Mhm. Et lorsqu'on vous tient quelque part, c'est terminé. Il faut avoir, comme je dis, le coup de France, de pouvoir marcher dans la rue. Moi, j'aime bien marcher, faire mon sport dans la rue sans pour autant être inquiété. Ne pas avoir des zones interdites. Pouvoir donner son mot, pouvoir donner sa vision, pouvoir dire ce que l'on pense sans pour autant être gêné ou être tenu par quelqu'un. Comme ça, ce sont les valeurs. Et ensuite, s'inscrit dans le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va se faire aujourd'hui. Ça va se faire dans le temps. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, être endurant et persévérant. Lorsqu'on a ça, on y arrive. Et le drive va faire que vous allez forcément être bon dans ce que vous faites. Parce que si vous voulez vous asseoir à la table des dirigeants, non, les gars, je vous assure qu'il va falloir travailler 2 fois plus que la moyenne. Mhm. Voilà, il faut bien maîtriser vos cours. Il faut être assidu, même si je n'étais pas le plus grand assidu. Il faut beaucoup lire. Il faut être curieux.
intellectuellement, il faut aller chercher de l'information, il faut avoir beaucoup d'humilité dans la finance, même si c'est un métier qui est un peu arrogant, mais beaucoup d'humilité, aller chercher le savoir. Parce que j'ai l'habitude de dire, même le plus jeune que vous trouvez là, il peut vous enseigner beaucoup de choses sur la finance. On descendait un peu de vos chevaux, je suis encore financier, mais non. Descendez de vos grands chevaux, allez-y voir des gens qui ont de l'expérience, discutez avec eux, échangez avec eux. Et c'est par cela que, voilà, vous allez, en vous inscrivant dans le long terme et vous avez des valeurs, c'est comme ça que vous serez de grands financiers. Tu vois. J'en suis pas encore un, mais Dieu est grand. Non, non, bien sûr. Je pense que voilà, tu as beaucoup de choses à apporter, je pense, aux jeunes. Euh, Même si voilà, on sait que tu es très, 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 très humble, mais voilà, aujourd'hui, de par ton poste, de par tes expériences, je pense que tu as vraiment quelque chose à apporter. Et je pense que voilà, même nous, à notre échelle, et même voilà, les personnes qui nous suivent sont vraiment très, très intéressées par tes insights, par tes conseils. Et vraiment, ce que je retiens, c'est vraiment voilà, la transparence, le drive et l'humilité dont tu ferais preuve. Et voilà, c'est aussi le conseil que tu donnes, on va dire, et que tu as donné pour des jeunes personnes qui souhaiteraient un peu suivre ce chemin. Euh, voilà, pour terminer et pour ouvrir un peu aussi le sujet sur ton expérience personnelle, voilà, on a vu aussi que tu avais une licence d'agent de football, agent FIFA et management du sport. Donc voilà, quels sont un peu tes projets à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu mènes en parallèle de ta carrière de financier? Qu'est-ce que tu peux un peu nous en dire? Oui, le sport me rejoint toujours. C'est quelque chose que je ne peux pas mettre de côté parce que c'est une passion de toute une vie. Mhm. C'est une passion de toute une vie. J'ai pas pu faire carrière dans le sport dans lequel je le faisais, mais ça m'a pas empêché d'arrêter, ça m'a pas empêché de continuer. C'est comme je dis, il faut avoir un drive. Donc, dans le sport, j'ai un drive. Le drive, c'est quoi? C'est le drive de la passion. Comme je dis, la finance, c'est mon métier. Le sport, c'est ma passion. Des fois, c'est très difficile. Je me rappelle, une des plus grandes autorités du Sénégal, qui est par la suite devenu un ami. C'est la petite anecdote pour finir. Mhm. Il y a une réunion où on était et il m'a vu sur la table, il était un peu choqué. Qu'est-ce que tu fais là? Il commence à qu'est-ce que je fais là? Je fais partie de l'équipe. Je dis, oh, ok. Et c'est un travail que moi j'avais mené avec mes équipes et je devais le présenter. Et quand je finis de présenter, il me dit, mais il y a un problème. Je lui dis, quel est le problème? Il dit, mais toi, t'es un athlète, t'es un sportif, qu'est-ce que tu viens faire dans la finance? Et tout le monde était un peu estomaqué, on a rigolé. Et c'était assez intéressant. Je dis, ah ouais, donc là, moi, j'ai un problème d'identité. Là. Les gens là, où est-ce qu'ils m'identifient, à quoi est-ce qu'ils m'associent? Ben, juste des anecdotes comme ça, j'en ai plein. C'est de dire qu'effectivement, c'est le fait que le sport fait partie de moi. Pour avoir la légitimité dans sa passion, comme j'ai tendance à le dire, il faut avoir le passeport. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu dis je vais quitter Dakar pour aller à Abidjan, si tu n'as pas un passeport CEDEAO ou une carte d'identité CEDEAO, je pense que tu ne vas pas franchir Félix Houphouët-Boigny. Même Dakar, là, tu ne sors pas. Donc, pour avoir la légitimité dans le sport, bien sûr, je suis un ancien athlète, il fallait que j'ai les coups des franches qui me permettent de parler sport, qui me permettent de dire, ouais, c'est ma passion, je connais, je maîtrise, mais j'ai la carte d'identité. C'est pas parce qu'on est né à Abidjan, Côte d'Ivoire, il faut avoir la carte d'identité pour pouvoir être ivoirien ou sénégalais. Mhm. Et, dans cette carte d'identité, il fallait aller la chercher. Et voilà, naturellement, c'est de maîtriser le sport, puisque je suis plus athlète techniquement, il faut que c'est le management du sport. Donc, j'ai fait un diplôme. Et aussi, j'ai toujours eu en tant qu'athlète, ça m'a toujours fait très, très mal de voir que les sportifs ne sont pas bien accompagnés. Ok. C'est-à-dire, on a des agents, ce sont des faux agents, ce ne sont pas des agents qui font miroboler monts et merveilles à ces jeunes-là, qui les font partir, voilà, qui sont dans des situations difficiles, ou des agents qui n'ont pas été vraiment de bons responsables, de bons gestionnaires, et les sportifs, après, qui gagnaient des milliards, qui finissent très mal, qui n'ont même pas où habiter. Donc, c'est tout ça qui m'a vraiment poussé vers cette certification de la FIFA pour devenir agent de joueur. C'est pas seulement, ouais, c'est vrai, on a 2-3 drafts qui sont des Sadio Mané, qui est l'un des joueurs que j'affectionne le plus, mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent, énormément d'argent. Bien sûr. Mais c'est pas le premier drive, parce que franchement, je gagne bien ma vie en étant financier.
Dieu merci, je touche du bois. Ou bien, moyennement, dans la vie moyenne, pas pour être très humble, mais ça me permet de me nourrir, de manger, de donner ce qu'il faut à ma famille. Et je ne suis pas gourmand, mais le drive, c'est pas l'argent. On est pas à coup de- genre, le drive, c'est de créer tout un écosystème dans lequel le joueur sera mis en avant, sera bien conseillé, sera bien orienté. Et puis, ça va lui permettre aussi d'avoir un conseil sur qui se reposer, qui a une double casquette de financier et de sportif parce qu'il est un athlète. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, on y travaille. Il y a même l'association des agents du Sénégal qui a fait son AG il n'y a pas longtemps. Et on est en train de faire les choses en bien. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA veut assainir ce milieu-là et ils font appel à des gens qui sont à même de pouvoir être des personnes très transparentes. Ça revient en partie de l'éthique. Et qui pourront bien faire ce travail et ne pas vendre des rêves et des monts et merveilles aux jeunes et les amener vers un avenir un peu destructeur. Voilà un peu, si je peux dire, l'économie de cette passion pour le sport qui m'a amené voilà, à aller chercher la licence FIFA, aller chercher le diplôme de manager de sport. Et puis, en même temps, je suis coach fitness. Donc, voilà un peu la panoplie d'un peu beaucoup de choses quand même que je fais. Ça devient beaucoup là. Mais retenez que je suis un spécialiste de la finance. Je ne suis pas ni expert parce que je n'ai pas un diplôme d'expert comptable et financier. J'ai plutôt un diplôme, un DSS en finance. Donc, je ne suis pas expert, je suis un spécialiste de la finance. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette double casquette. Ok, bah merci beaucoup. Et je pense que ça ouvre aussi les perspectives, je pense, pour tout le monde, en se disant que voilà, même si on est financier, on a bien vu aussi ta passion, la passion que tu avais, on va dire, dans ton travail au quotidien et pour les clients que tu accompagnais, mais aussi de savoir qu'on peut faire d'autres choses à côté, qu'on peut avoir d'autres passions à côté. Et que voilà, même si ouais, je pense on va dire, ton métier et ta carrière te prend beaucoup de temps, tu as aussi du temps pour faire autre chose, pour t'adonner à d'autres passions et pour avoir toujours voilà, ce drive qui te plaît et qui te caractérise. Donc, voilà, je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Toujours l'avoir. Oui, non, Conseil aux financiers. Mhm, C'est un conseil que je donne aux financiers, que les financiers ne donnent pas. mhm, Les grands financiers que j'ai rencontrés ne donnent pas ce conseil-là, mais je le donne. Tous ceux qui veulent faire carrière dans la finance, ayez une autre activité qui vous permette de décompresser. mhm, J'ai vu de grands financiers, les plus éminents de ce monde, sombrer, tomber, chuter. Quand je leur ai demandé, avec tous les milliards que vous gagnez, qu'est-ce qui fait que vous avez chuté? Ils me disent, j'ai donné toute ma vie à la finance. Voilà ce qui m'a donné comme retour. Mm. Parce que c'est un travail qui, psychologiquement, cérébralement, physiquement, est extrêmement pesant. Si on n'a pas de contrebalance, on ne peut pas faire long feu. mhm, Et ça, je vous le dis et je vous le répète en connaissance de cause. Ce qui m'a permis, moi, en 15 ans de carrière, de toujours avoir ce drive-là, de pousser, de tirer, c'est vraiment ce côté sportif qu'il a fait. Vous pouvez l'avoir dans autre chose. Ça peut être la peinture, ça peut être l'art plastique, ça peut être l'équitation, qui est un sport aussi. Ça peut être autre chose, ça peut être les voyages, mais ne soyez pas des financiers maison. Seulement la finance, même à table à manger ou parler de finances, il faut l'éviter. Ayez d'autres choses, ayez d'autres motivations, d'autres passions qui vont meubler vos journées et c'est comme ça que vous serez beaucoup plus efficace. Et c'est comme ça que vous allez être sur le long terme dans ce là. Voilà mon mot de la fin. Bah, merci beaucoup en tout cas, Manisor, pour toutes ces belles paroles. Donc, merci pour ton temps et voilà pour tes belles paroles. Voilà, je pense qu'on va couper l'enregistrement. Et on était ravis en tout cas de t'avoir sur Akinia Talks pour ce premier épisode. C'est moi, c'est moi. Je vous remercie. Merci pour la confiance. C'est un honneur d'être le premier quand même. Et j'espère vous porter bonne chance. Et surtout, persévérance. Vous n'arrêtez pas là. On continue. OK? Ça, c'est le coach qui parle. Allez, on Merci, les gars. merci beaucoup, Manisor. Au revoir. Merci.